rentrer en anglais. Finalement, on a besoin de systèmes intelligents qui arrivent au niveau de l'intelligence humaine. Et c'est sur quoi certains d'entre nous travaillent. On n'y est pas encore, on est assez loin en fait. Et il y a beaucoup de travaux de recherche sur cette question. Et je vais vous parler dans la suite un petit peu des limitations du système actuel et puis de ce sur quoi on travaille un petit peu. Et la raison pour laquelle on en a besoin, c'est que dans un futur plus ou moins proche, toutes nos interactions avec le monde numérique se font par l'intermédiaire d'agents intelligents. Donc, ces agents commencent à exister un petit peu. Ils sont pas encore très intelligents, malheureusement. Mais on peut déjà leur poser des questions. Et puis, on peut leur parler, ils peuvent nous répondre. En fait, j'en ai un sur le nez en ce moment. Là. Donc ça, c'est une lunette intelligente de Meta. C'est Ray-Ban, vous pouvez les acheter chez Instructor. Et aux États-Unis, en tout cas, vous pouvez lui poser des questions et être en contact avec un assistant intelligent. La première chose qu'on peut faire, c'est prendre des photos. Hey Meta, take a picture. Mais je peux aussi lui demander, hey Meta, what was the GDP of France in 2020? Voilà. Ok, il répond. Et $2.98 trillion US dollars. Donc ça met un petit peu de temps parce qu'il faut ça par le serveur, ça prend tout ça. Mais bon, dans le futur, on aura ces agents intelligents qui sont avec nous tout le temps. Ces lunettes-là ont juste des haut-parleurs dans les branches. Vous ne pouvez pas entendre parce que ça marche par connexion du squelette. Et les micros, les caméras, mais pas d'afficheurs. Et l'année prochaine, c'est une nouvelle version des afficheurs dans les verres, visibles de l'extérieur, visibles de l'intérieur. Et ces systèmes pourront, par exemple, faire la traduction automatique. Donc, je peux parler en chinois, et vous auriez la traduction qui s'affiche automatiquement avec un délai assez bas. On a des systèmes de traduction maintenant qui marchent avec plusieurs centaines de langues. Et puis, il vous permettrait aussi de regarder ça marche déjà avec les assistants actuels, de regarder un menu et ça vous le traduit dans quelle langue. Donc pas mal de choses, et puis ça peut vous raconter aussi l'histoire d'un monument, vous êtes en train de regarder l'espèce d'une plante qui est devant vous, etc. Donc pas mal d'applications possibles de ces choses-là. Et pour que ces systèmes soient vraiment utiles et pas frustrants, il faudrait qu'ils aient en fait un petit peu l'intelligence parce qu'on est habitué à interagir avec ces systèmes. Et ça, c'est un défi qui est non seulement scientifique et technologique, mais aussi il y a des gens qui voudraient bien construire des produits à partir de ça. Alors, on en est encore loin. Et en fait, on en est encore loin parce que les systèmes actuels, il y a au moins 4 choses qui sont incapables de faire encore, c'est-à-dire comprendre le monde physique, les assistants qui existent à l'heure actuelle, peut-être que ceux auxquels je parlais, ou les ChatGPT, etc., ou les Gemini de Google, ne comprennent pas comment fonctionne le monde. Ils sont très entraînés essentiellement sur du texte. Ils peuvent reconnaître des images, mais ils comprennent pas comment fonctionne le monde. Ils n'ont pas de sens commun. Ils n'ont pas de mémoire permanente. Ils ne peuvent pas raisonner. Ils ne peuvent pas non plus planifier. On a l'impression qu'ils peuvent raisonner, mais en fait, il faut qu'on régurgiter des solutions qui sont déjà entraînées, en fait. Donc, le défi, c'est faire des systèmes qui sont capables de faire tout ça. Et c'est un petit peu le futur de l'IA. Alors, combien de temps ça va prendre, on ne sait pas, parce qu'on travaille là-dessus d'arrache-pied. Peut-être qu'on va savoir qu'il y a des obstacles. Mais ça va prendre peut-être entre 5 et 20 ans. Peut-être trop. On ne sait pas bien. Alors, comment fonctionne l'IA aujourd'hui? Donc, par exemple, les systèmes tels que les assistants à partir de texte, hein, les ChatGPT, Meta AI, Gemini, ils sont entraînés par ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Alors, c'est très simple. On prend un morceau de texte, plusieurs centaines et plusieurs milliers de mots. On supprime certains des mots. On les remplace par des marqueurs blancs. Et ensuite, on entraîne l'énorme réseau de neurones, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, qui a en fait prédire les mots qui manquent.
Alors, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? C'est un programme sur un ordinateur qui simule un réseau de petites fonctions très simples qui sont un petit peu similaires aux neurones dans le cerveau, c'est-à-dire des opérateurs qui calculent quelque chose de très simple, du genre une somme pondérée dans un trait. Pardon? Une somme pondérée dans un trait et qui produisent, si cette somme pondérée est au-delà d'un seuil, ils produisent une sortie active, sinon ils produisent zéro. Donc on peut connecter des millions, des centaines de millions de neurones de ce type-là. Le nombre de connexions typiquement dans un modèle de langage actuel ou un assistant, c'est de l'ordre de quelques centaines de milliards pour les plus gros de paramètres ajustables, ces coefficients qui calculent sont pondérés. Et le truc incroyable, c'est que ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que on peut entraîner un système comme ça aussi, avec des textes dans lesquels il y a des questions, des réponses. On peut l'ajuster pour des tâches particulières. Et on peut le faire produire du texte. C'est-à-dire que en général, ces systèmes ont une architecture particulière qui leur permettent de regarder que les mots qui sont à gauche du mot qu'ils sont censés prédire. Donc, pour prédire un mot, ils ne peuvent regarder que les mots qui sont avant, pas ceux qui sont après. Donc, on leur donne une séquence de mots et puis on leur demande de prédire le mot qui est après. Ensuite, on prend ce mot et on décale tous les mots pour qu'ils voient le mot qui vient de produire. Ensuite, on peut lui demander de produire le deuxième mot. On décale tout, troisième mot, on décale tout, etc. C'est un peu la prédiction autorégressive, c'est-à-dire que la sortie du système est empilée dans l'entrée. Donc ça, c'est la production autorégressive. C'est ce que font tous les assistants actuels, ChatGPT et autres. Mais en fait, cette manière de parler ou de produire du texte est très limitée. Le système, en fait, ne réfléchit pas à ce qu'il va raconter. Il produit un mot après l'autre, de manière un petit peu instinctive. Il n'y a pas de possibilité de vrai raisonnement. Et c'est pour ça que on a des systèmes qui peuvent passer l'examen au barreau, passer le SATD, etc. Mais on n'a toujours pas de robot domestique, on n'a toujours pas de voiture qui peuvent se conduire toute seule. En tout cas, on n'a certainement pas de voiture qui peut se conduire toute seule en s'entraînant pendant une vingtaine d'heures, comme n'importe quel adolescent de 17 ans. On n'a pas de robot domestique qui puisse débarrasser la table ou apprendre à débarrasser la table en un coup, comme n'importe quel gamin de 10 ans. Et ça, c'est à cause du fait que ces systèmes et le monsieur là ne comprennent pas le monde physique. Merci, Dominique Van Bieder. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. C'est-à-dire, Moravec est un pionnier de la robotique. Il y a très longtemps, a dit, en fait, c'est bizarre, il y a des choses très compliquées qu'on sait faire avec les ordinateurs, genre jouer aux échecs, etc., résoudre des équations, calculer les intégrales. Mais les choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on pense même pas qu'elles sont intelligentes, comme naviguer en évitant des obstacles, etc., ou débarrasser la tête. On n'est pas capable de reproduire avec les ordinateurs. Et en fait, il s'avère que le langage est beaucoup plus simple à manipuler, et les jeux aussi, peut-être les échecs, etc., sont beaucoup plus simples à manipuler que le monde réel. Le monde réel est extrêmement complexe. Et on sait toujours pas le faire. En fait, on peut essayer de se convaincre de ça en faisant un calcul très rapide. D'ailleurs, il y a des calculs sur ce truc, mais bon. Un modèle de langage typique, avec Llama 3, qui est produit par Meta, qui est open source, est entraîné avec 20 000 milliards de ce qu'on appelle les tokens, qui sont en fait les sous-mots. C'est-à-dire les mots sont décomposés en racines, préfixes, suffixes, etc. Puis les langues comme l'allemand, les mots sont découpés en mots constitutifs. Donc un token, c'est environ 0,75 mots. Un token, c'est typiquement entre 2 et 3 octets. Donc au total, ça fait le nombre d'octets sur lequel on entraîne ces modèles, c'est 26 avec 13 zéros derrière. Ça semble absolument gigantesque. Ça nous prendrait environ 200 000 ans à chacun d'entre nous pour lire cette quantité de texte. C'est énorme. Donc on pense que ces systèmes sont intelligents parce qu'ils sont entraînés avec une quantité de données bien supérieure à ce que n'importe quel humain peut avaler. Et en fait,
Ensuite, on parle à des psychologues du développement et ils nous disent un enfant de 4 ans a été éveillé un total de 16 000 heures. Pendant ces 16 000 heures, le cortex visuel a reçu environ 20 mégabits par seconde. Donc, c'est multiplié par 16 000 heures, on a 3600 secondes par heure, etc. Ça fait environ 1 à la puissance 15 octets. Donc, c'est-à-dire plus de 10 fois plus que la quantité de données contenue dans la totalité de tous les textes disponibles publiquement sur Internet. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'arrivera jamais à des systèmes qui ont l'intelligence humaine, simplement les entraîner sur du texte. Il faut aussi les entraîner sur la vidéo. Il faut aussi qu'ils comprennent le monde physique. Il y a beaucoup plus de structure dans le monde physique qu'il n'y en a dans le texte. On a l'impression, en tant qu'humain, que la grande majorité de la connaissance humaine figure dans le texte. C'est une chose qu'on apprend à l'école, etc. Et en fait, non. La grande majorité de la connaissance humaine et aussi la connaissance pour tous les animaux, c'est la compréhension humaine. C'est ça, ça ne s'est pas encore produit avec les déchets. Alors, on est en train de travailler sur des architectures qui, possiblement, seraient capables de raisonner, seraient capables de comprendre le monde physique, etc. Et ces systèmes, en fait, marchent de manière très, très différente de la prédiction autorégressive dont je vais vous parler. C'est des systèmes qui élaborent leur sortie en réfléchissant. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un système qui observe le monde à travers un module de perception produit une espèce de représentation de l'état du monde. Donc, regardez, vous pouvez percevoir l'état du monde dans votre environnement immédiat ici. Vous pouvez savoir que si je prends ce téléphone dans la main et que je le laisse, que j'ouvre la main, il va probablement tomber et faire du bruit, peut-être se casser. Et bon, il y a plein de choses que vous pouvez prédire. Et vous avez aussi une idée de l'état du reste du monde. Vous savez où est l'escalier, l'ascenseur, etc. Comment rentrer chez vous et puis l'état général du monde. Donc, votre état du monde, votre perception de l'état du monde est non seulement due à la perception instantanée, mais aussi au contenu de votre mémoire. Ces combinaisons des deux choses vous donnent une idée sur l'état du monde. Alors, la pièce centrale de ce modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle du monde, justement. Qu'est-ce qu'un modèle du monde? C'est un module capable d'apprentissage, un réseau de neurones, par exemple, qui, à partir de l'état actuel du monde et d'une séquence d'actions qu'on imagine prendre, nous permet de prédire quel va être l'état du monde résultant de cette séquence d'actions. Je peux pas dire que si je mets le pied gauche avant le pied droit, là, et je vais avancer, mais je peux aussi dire que si j'appuie sur le bouton, ça va passer au stade suivant, etc. Il y a tout un tas de prédictions qu'on peut faire étant donné l'état du monde actuel. Je peux pas dire aussi que si je crie un grand coup dans le micro, tout le monde va être surpris et on fait se calmer. Je vais pas le faire. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que on peut maintenant donner cet état prédit du monde à un module qui nous dit si la tâche qu'on s'est fixée a été accomplie ou pas. Donc ça, c'est un module très simple qui nous dit, qui nous sort 0 si la tâche a été accomplie, puis un nombre positif plus grand si on n'a pas accompli la tâche. Donc par exemple, on veut aller de la tâche à accomplir, c'est aller à Paris. On est à New York. Ça se calcule la distance à Paris, par exemple. Donc c'est 0 si on est à Paris, et puis le reste c'est une cible à New York. Il peut y avoir d'autres objectifs qui sont les garde-fous, qui feraient en sorte que le système, quand il élabore une séquence d'actions, il élabore que des séquences d'actions qui ne sont pas dangereuses pour les gens, qui sont bons pour la société, etc. Alors, ce que fait le système ensuite, c'est qu'il essaie de trouver, parmi toutes les actions, les séquences d'actions possibles, il essaie de trouver une séquence d'actions qui optimise ses coûts, c'est-à-dire qu'il est en 0. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que l'état prédit du monde satisfasse à l'objectif. Donc ça, c'est un processus
qu'on appelle d'inférence, qui est intrinsèquement plus puissant que simplement prédire un mot après l'autre, ou prédire une action après l'autre si on a un système qui prédit une action. Donc ça, c'est l'idée de Objective Driven AI, donc le système d'IA piloté par les objectifs. Et on peut insérer ça dans une architecture un peu plus compliquée qui organise un petit peu tout ça, qui est un petit peu copié sur ce qu'on connaît un peu du fonctionnement du cerveau ou de l'esprit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais la pièce maîtresse du système, comme je le disais, est ce modèle du monde, cette petite boîte verte là, qui prédit l'événement suivant. Et en fait, les psychologues du développement nous disent que les modèles du monde qui sont dans notre cerveau, en fait, est appris au plus jeune âge, pour les premiers mois de la vie. Et on peut même mesurer à quel âge les bébés apprennent certains concepts essentiels. Donc la permanence des objets, le fait que quand un objet est caché derrière un autre, il existe quand même. Il n'a pas simplement disparu du monde. Cette notion-là est apprise par les bébés entre 2 et 6 mois. Donc ce sont des conditions. L'histoire de stabilité, est-ce qu'un objet qu'on pose va être stable ou est-ce qu'il va tomber? C'est appris entre 3 et 7 mois. Les catégories d'objets naturels, une chaise, une table, etc. Les bébés reconnaissent des catégories, les animaux aussi, sans nécessairement voir leur visuellement. Et puis des choses du genre la physique intuitive, donc la notion de gravité, inertie, etc. Le fait que quand un objet n'est pas supporté, il tombe, commence à être bien appris par les bébés vers l'âge de 9 mois. C'est-à-dire si on montre à un bébé de 6 mois le scénario ici où on a une petite voiture sur une plateforme, on la pousse et la voiture semble flotter dans l'air. Le bébé de 6 mois, j'irai à peine. Le bébé de 10 mois, pas comme ça. Il va vraiment être étonné. Parce que le bébé de 10 mois, 9 mois, apprend que les objets qui ne sont pas supportés doivent tomber. Donc la question, c'est comment reproduire ce type d'apprentissage que font les bébés quand ils ouvrent les yeux. S'ils n'ouvrent pas les yeux, c'est tout touché, c'est pareil, ça marche de la même façon. Comment apprennent-ils la structure du monde simplement comme ça par perception? C'est ça qu'on essaie de reproduire. Alors, on pourrait imaginer faire la même chose qu'avec le texte, c'est-à-dire prendre par exemple une vidéo complète, puis on fait subir les derniers outrages à cette vidéo en masquant une partie, par exemple, comme on l'a fait avec le texte, et puis on essaie de faire en sorte que vos réseaux de neurones prédisent ce qui va se passer dans la vidéo. Et s'il arrive à prédire ce qui va se passer dans la vidéo, peut-être qu'il aura compris la structure sous-jacente du monde physique, de même que quand on prenne ces concepts sur le texte, ils comprennent la structure du langage. Et ça marche pas. Ça fait 10 ans qu'on essaie de faire marcher. Mais il y a un truc qui marche, c'est ce qu'on appelle l'architecture qu'on appelle JAPAR, Joint Analytic Predictive Architecture. Donc architecture prédictive à enchâssement joint. Bien, et il y a une petite différence, c'est que ici, même la vidéo complète rentre dans ce qu'on appelle un encodeur. Et quand on fait une prédiction de la vidéo complète, on fait pas une prédiction de toute la vidéo avec tous les pixels, on essaie de prédire une représentation abstraite de la vidéo. Alors pourquoi c'est la différence entre ces deux architectures? Pourquoi ça marche mieux? C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais disons que dans nos cerveaux, quand on imagine ce qui va se passer, on n'imagine pas la totalité de tous les détails. Donc si par exemple vous regardez le sol et vous bougez vos yeux, vous ne pouvez pas prédire exactement chaque pixel de la texture du sol, parce que c'est un peu aléatoire. Donc l'idée que en fait on comprend comment fonctionne le monde par prédiction de tous les détails est fausse. On ne peut pas prédire tous les détails, donc il faut une architecture qui est capable d'abstraire les détails et en fait de faire une prédiction dans un espace abstrait. Un bon exemple de ça, c'est que si vous voulez prédire la trajectoire d'une planète, par exemple, c'est quand même assez extraordinaire qu'on a besoin de savoir ni la taille, ni la masse, ni la couleur, ni la densité, ni la composition, ni le temps qu'il fait, ni la température, ni rien du tout. Il suffit de connaître 6 nombres, les 3 positions et les 3 vitesses de la planète. Avec ça, on peut prédire la trajectoire de la planète pendant plusieurs siècles. Donc cette idée que trouver une représentation abstraite du monde nous permet de faire des prédictions, c'est très puissant, c'est ce qu'on fait dans la science, mais c'est ce qu'on fait tout un chacun quand
quand on comprend le monde, quand on apprend à comprendre le monde. Donc c'est ça qu'on essaie de reproduire. Ça marche un peu, mais encore moins. Donc, dans le futur, on aura des assistants virtuels si on arrive à avoir du succès dans ce projet de recherche. Euh, mais ce qui va se passer, c'est que ces systèmes avec lesquels on va interagir vont constituer une espèce de dépositaire de toute la connaissance humaine. Et on peut pas se permettre d'interagir avec ces systèmes s'ils viennent d'une poignée d'entreprises sur la côte ouest des États-Unis. Parce qu'il faut que ces systèmes, en fait, comprennent toutes les langues du monde, toutes les cultures, tous les systèmes de valeurs, tous les centres d'intérêt, etc. C'est pas possible pour une entreprise aussi grosse soit-elle, comme Google, Meta ou Microsoft, de faire tout ça. Donc la seule solution, en tout cas la solution que préconise l'État, malheureusement pas nos compétiteurs, c'est en fait de distribuer ces modèles gratuitement en open source. Il y a n'importe quel développeur, ingénieur, chercheur, etc. avec Eclipse peut télécharger gratuitement ces modèles et les affiner pour leurs propres besoins. Ça ne fait pas de tort à l'État. L'État utilise ces modèles pour ses besoins internes de toute façon. Mais ça permet d'essaimer avec le système une industrie complète de l'IA qui n'existerait pas sans ça. J'ai entendu dire, je t'ai parlé la semaine dernière, on m'a dit qu'il y avait 600 startups focalisées sur l'IA à Paris. Et presque toutes utilisent des moteurs open source et une autre partie utilise ceux de Meta, qui s'appelle Llama, ou une boîte française qui s'appelle Mistral, qui sont des anciennes Meta de Paris. Voilà, donc il faut absolument que cette plateforme soit open source parce que il nous faut accès à un ensemble très diversifié d'assistants d'IA pour les mêmes raisons qu'il nous faut aussi accès à une presse diversifiée. Si on lit tous le même journal, le même magazine, on a toutes nos infos de la même source, c'est un danger pour la démocratie et pour les diversités culturelles. C'est pareil pour les assistants d'IA, il faudra qu'ils soient très diversifiés pour les mêmes raisons. Et ça passe par l'open source parce que entraîner ces modèles, c'est très cher, ça requiert beaucoup d'expertise, etc. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on ne sait pas combien de temps ça prend à atteindre l'intelligence de niveau humain. Il faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que travailler avec des assistants qui ont l'intelligence de niveau humain, c'est comme travailler avec un assistant. C'est la même chose. Et je suis sûr que parmi l'audience ici, il y a des gens qui ont des équipes qui travaillent avec eux, donc ils sont directeurs, managers, etc. Et je suis sûr que dans nos équipes, il y a des gens qui sont plus intelligents que vous. En tout cas, dans mon équipe, il y a certainement des gens qui sont plus intelligents que vous. Et on ne veut pas se sentir menacé par ça. On se sent plutôt amplifié par le fait de travailler avec des collaborateurs qui sont plus intelligents que vous. En tout cas, dans des domaines dans lesquels nous, on ne peut pas spécialistes. C'est ce qui fait la puissance d'une société humaine, c'est la diversité des compétences dans un groupe commun. Pas pareil dans nos interactions avec les agents intelligents. Notre relation à ces agents intelligents sera comme la relation manager et employé. Ça va amplifier notre intelligence et notre productivité, notre créativité aussi. Donc ça fait l'occasion qu'à un moment donné, les chiffres vont pas passer chez un chimie. Il faut pas y avoir peur. En fait, il faut plutôt voir ça comme une espèce de nouvelle renaissance. C'est-à-dire, si on réfléchit à des événements dans le passé qui ont permis à l'intelligence humaine de s'amplifier, peut-être le meilleur exemple, ce serait l'invention de Crédit au XIXe siècle, qui motivait les gens à apprendre à lire. Ça ne savait pas grand-chose de savoir lire avant ça. L'accès aux livres était bien trop cher. Et puis qui ensuite a permis la dissémination des idées. Alors, d'abord, l'idée bousculait le dogme religieux, mais aussi l'idée qui bousculait le dogme féodal et qui ont permis l'émergence de la science, du rationalisme, de la philosophie, la démocratie, la Révolution américaine et la Révolution française.
tout seul, on serait pas arrivé sans le privé. Donc on va peut-être voir en fait une espèce de nouvelle renaissance, un nouveau siècle des Lumières peut-être, apporté par l'amplification de l'intelligence humaine grâce à l'IA. Il y a beaucoup d'espoir sur le fait que l'IA va faire progresser la science plus rapidement. La science et la médecine en particulier. Et peut-être tout l'argent de médicaments, du fonctionnement de la vie, etc. Beaucoup de nouveaux matériaux qui permettraient peut-être euh, pour il s'agit du changement climatique et autres, et tout un tas d'autres domaines. Donc, beaucoup de gens qui sont très positifs. Et puis bon, toujours des gens qui sont qui ont des pensées un petit peu apocalyptiques, disent que l'IA va tous me tuer, etc. Je crois pas du tout. Je pense en fait que c'est des fous furieux. Et le problème de ça, c'est que ces fous furieux arrivent à convaincre certains gouvernements que l'IA est intrinsèquement dangereuse, et donc fait en sorte que les gouvernements maintenant pensent réglementer l'IA. Et la conséquence de cette réglementation de l'IA, il y a des lois qui sont discutées en Californie, en Europe, bien sûr, un peu partout. Et le gros danger de régulation de cette IA, si on pense que c'est intrinsèquement dangereux, c'est que ça va interdire aussi la dissémination de modèles open source dont je parlais précédemment. Donc ça va conduire, en fait, une concentration des pouvoirs dans une poignée d'entreprises, de grosses entreprises de technologie, et interdire en fait la dissémination de systèmes d'IA diversifiés dont je parlais précédemment. Bonsoir, merci. Vous travaillez forcément pour une de ces grosses entreprises, Meta. Mark Zuckerberg n'a pas vocation à être mécène de façon basique. Je suis assez curieux par rapport à vous. Comment est-ce que vous vivez la chose? Qu'est-ce qui motive Meta, une boîte qui est quand même très motivée par le côté financier des choses, de continuer à rester open source? Parce que je trouve que comprendre ce qui les motive, ça peut être un petit peu une clé importante d'être débloqué ce qui peut se passer dans les boîtes. Ouais, très bonne question. En fait, la raison pour laquelle je travaille à Meta et pas avec d'autres entreprises. Donc déjà, pourquoi je travaille pour une entreprise? Parce que la recherche en IA demande beaucoup de moyens qui ne sont pas accessibles aux universités, et aux calculs en particulier. Donc j'ai rejoint Meta il y a 10 ans, j'ai conservé mon poste à NYU, je suis toujours professeur à temps partiel. Et tout ça permet de faire, c'est un peu démultiplier les moyens qu'on investit dans la recherche en IA et l'accélérer. Maintenant, la première question que j'ai posée à Mark Zuckerberg avant d'accepter de rejoindre Meta, c'est si je dirige un labo de recherche en IA, il faut qu'on pratique la recherche ouverte, qu'on publie toutes nos recherches et qu'on distribue tout nos codes en open source, parce que les problèmes qu'on doit résoudre sont des problèmes scientifiques, on n'aura pas de monopole des bonnes idées, donc il faut pouvoir collaborer avec des universités, avec d'autres entreprises, etc. La réponse de Mark Zuckerberg, il cité au l'époque, elle dit, t'as pas à t'inquiéter de ça, c'est dans l'ADN de la compagnie, c'est déjà le cas, on open source à peu près tout. Tout ce qui est infrastructure, open source. Et en fait, c'était le cas. Donc, parmi toutes les grosses boîtes de tech, Meta est la seule à open sourcer ces modèles d'IA, c'est donc Llama 1, 2, 3. Enfin, le 1 n'était pas open source, le 2 et 3 le sont. C'est pas le cas de Google, c'est pas là Microsoft. Enfin, Google en open source, mais ils sont petits, Microsoft aussi, et c'est pas ceux qui sont vraiment intéressants. Il y a d'autres organismes qui open source aussi, principalement au Moyen-Orient, au Chili, etc. Donc, de toute façon, l'open source va exister. Alors pourquoi Meta distribue ces plateformes d'open source? Parce que si les gens, si la communauté de la technologie utilise vos outils, si vous êtes une entreprise, ça vous met dans une position avantageuse. Ça fait que les gens utilisent vos outils. Donc, par exemple, la quasi-totalité de la communauté de recherche et développement en IA utilise un outil qui s'appelle PyTorch, qui a été construit à Meta. Il n'appartient plus à Meta. Meta, on a donné la propriété à la fondation Linux. Donc, ne voulait pas dériver de revenus de ça. Mais ça nous a donné en fait un levier absolument énorme en fait pour faire progresser la technologie dans la direction qui nous intéressait. Tous les étudiants travaillent sur PyTorch, et donc quand ils viennent travailler chez nous, ils connaissent tout. Et puis plein de gens contribuent, etc. Donc ça contribue à faire accélérer. Et les seuls gens qui n'utilisent pas PyTorch, c'est
une poignée de gens à Google, en gros. Parce qu'ils ont leur propre truc, qui est différent. Donc, la philosophie de l'open source, c'est vraiment dans l'ADN de la compagnie. La seule raison qui pourrait faire changer d'avis Meta pour open sourcer les outils, c'est des orientations qui sont qui feraient, par exemple, que une entreprise qui distribue un outil d'open source serait légalement responsable si quelqu'un en fait une mauvaise utilisation. Il y a ça dans une proposition de loi en Californie qui est une aberration. Et ça, ce serait la fin de l'open source, quoi. On arrêterait tout de suite. Le risque légal serait bien trop grand. Donc c'est la seule chose qui peut tuer l'open source dans l'œuf. Alors, le fait de distribuer des plateformes comme ça en open source ne retire en rien le fait que on peut construire des produits à partir de ces technologies pour Meta, et le fait que d'autres y aient accès ne diminue pas la capacité à dériver des revenus de publicité ou d'utilisation ou d'abonnement. C'est donc il n'y a pas l'équation économique n'est pas du tout faut garder pour nous secret parce qu'on a un avantage. C'est l'équation économique des OpenAI par exemple. On pense qu'ils ont un avantage, donc ils gardent tout secret, mais en fait ils sont pas vraiment très loin en avance et puis ils sont en train de se faire rattraper de toute façon. Donc leur avenir économique est en fait assez douteux. Et effectivement, il y a des choix différents qui sont faits par différentes entreprises. Google est beaucoup plus secret pour des raisons de sécurité. Mais ceci dit, la motivation de Zuckerberg, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de connecter les gens les uns avec les autres. Évidemment, il faut gagner de l'argent pour pouvoir faire ça. Olivier, merci beaucoup. Vous nous donnez une bonne visibilité. Vous avez une excellente visibilité. On a certaine visibilité de ce qui se passe chez Google, chez Microsoft, chez OpenAI. Connaît-il des acteurs chinois que vous voyez dans les gens? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez en termes de recherche sur ce sujet? D'accord. Je répète pour les gens qui sont en ligne. Qu'en est-il des acteurs chinois? Alors, les Chinois ne sont pas très gros derrière. Alors, ils ont un petit peu de mal à accéder aux dernières technologies d'ordinateur aussi performants que ce qui est disponible dans l'Ouest, parce qu'il y a un embargo qui a été mis il y a assez peu de temps par l'administration Biden. Donc, il leur interdit en fait d'avoir accès au circuit les plus performants des GPU. Mais ça ne les empêche pas de faire de bon boulot. Il y a d'excellents chercheurs en Chine. Alors, on voit toutes ces statistiques que maintenant, il y a plus d'articles et de brevets publiés en Chine qu'ailleurs. Et en fait, l'énorme majorité est de très très mauvaise qualité. C'est à cause du fait qu'il y a une grosse incitation à la publication en Chine. C'est comme ça qu'on atteint le statut dans le monde académique et de la recherche. Donc les gens essaient de publier à tire-larigot, mais la plupart des articles en fait sont pas très bons. Et par contre, le tome est bon, et aussi bon que particulièrement dans des domaines de la vision par ordinateur, etc. Donc ils sont pas loin derrière. Il y a des modèles open source chinois qui sont sortis, qui sont très bons, qui sont au niveau de tout ce qui sort en Europe aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de la commercialisation, la Chine est un écosystème isolé. C'est-à-dire personne ne veut utiliser des systèmes d'IA à la chinoise qui d'abord sont ajustés pour ne pas parler de Tiananmen Square etc. et de la démocratie ailleurs. Donc pas très utile pour les gens de l'Ouest, qui sont plutôt spécialisés pour les langues chinoises. Deuxièmement. Et puis troisièmement, surtout, on a toujours cette idée que le chinois peut écouter aux portes, ce qu'il fait d'ailleurs. Et donc, ça fait que les gens dans l'Ouest ne veulent pas utiliser les produits chinois à part TikTok. Et puis, pour TikTok, il y a des histoires. Donc, faut pas avoir peur des Chinois. Faut pas non plus penser que les Chinois sont derrière et qu'il faut tout garder secret chez nous, comme ça va les empêcher d'être ces deux secrets. C'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça nous aidera pas, en fait. Ça nous ralentira à nous et ça leur permettra de rattraper. En fait, l'ouverture et la communication, c'est ce qui permet le progrès rapide de la science et de la technologie. Et ce qui fait que la Silicon Valley, c'est que c'est une communauté relativement compacte, parce que c'est sur une presqu'île, où les gens circulent beaucoup, se parlent beaucoup, échangent beaucoup d'idées autour de deux universités qui sont un petit peu motrices dans le domaine, Berkeley et Stanford.
Et donc, c'est la communication rapide, en fait, qui fait que la Silicon Valley, si on interdit la communication, tes réseaux, l'open source, etc., on tue le programme. C'est aussi ça. Si j'ai bien compris, venez ici. Ah, comme ça, tout le monde va faire. Bonjour, François. Qui résout de ce qu'on peut brièvement, enfin de ce que les gens appellent le perroquet stochastique, donc le réseau de neurones, il fonctionne bien hein, pour la perception, mais qui n'est pas encore capable donc de raisonnement et de planification. On nous a présenté un modèle de recherche là avec, j'ai vu une entrée qui correspondait aux séquences d'action à tester. Et si j'ai bien compris, enfin, quand vous avez fait beaucoup avancer les réseaux de neurones convolutifs, c'est parce que l'apprentissage, c'est de l'optimisation. En gros, c'est ça la grande idée. Donc, il s'agirait d'optimiser la recherche de séquences d'action. Et on peut imaginer que le saut quantique entre une machine et un être vivant, c'est son instinct de survie. Un être vivant. On peut pas reproduire ça dans une machine. Si on peut faire une machine et quelque chose aussi efficace que ça, tant mieux. Si on peut pas, à un moment, il va peut-être falloir coupler les machines avec de la biologie. Je ne sais pas. C'est une question ouverte. Si à un moment, parce que j'ai lu votre article, ton article, dans les Échos il y a quelques semaines, où je parlais justement de, en fonction du temps que ça va durer, parce qu'à un moment, les investisseurs vont pas s'essouffler. Et si à un moment ils s'essoufflent et que c'est ça la shortcut, on va avoir l'idée, j'imagine, de coupler de la biologie avec des machines. Pourquoi pas? Mais est-ce que ça pourrait être Chevalier, François Moultage, bassiste de jazz new-yorkais, mais qui aussi a un doctorat en straponitibien, donc la biciclette, dans sa jeunesse. Voilà. Que connaît le changement de carrière. Vous voulez jamais être, c'est bon. Si vous voulez de changement de carrière, allez-y. Oui, alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Alors, tout d'abord, sur l'histoire d'optimisation. Enfin, toute la vie, c'est des questions d'optimisation. C'est-à-dire, quand on réfléchit, quand on planifie une séquence d'actions, on construit quelque chose, n'importe quoi, n'importe quelle action qu'on planifie, on fait l'optimisation, mais on essaie de trouver une séquence d'actions qui va arriver à la suite, c'est un peu ce que je décris. C'est l'utilisation au moment de référence. Quand on apprend, le meilleur modèle qu'on a à l'heure actuelle de l'apprentissage, c'est aussi l'optimisation, c'est-à-dire, étant donné une série d'entrées et une série de sorties, comment ajuster nos connexions de notre cerveau, les paramètres internes d'un réseau de neurones, pour que pour chaque entrée, on produise une sortie quand même. Bon, il y a une erreur de distribution de la sortie, c'est aussi l'optimisation. Et puis, dans le vivant, il y a une autre échelle d'optimisation qui est l'évolution. L'évolution aussi optimise ce que les anglophones appellent la fitness, c'est-à-dire l'adaptation de l'espèce à son environnement. C'est un processus continu d'optimisation. Donc toute la vie, c'est adaptation, optimisation, etc. Peut-être de cette manière, le reste de la physique aussi, mais bon, c'est un peu plus ésotérique. Alors l'autre partie de la question, c'est est-ce qu'il va falloir à un moment donné nécessairement, est-ce qu'on va plafonner, c'est-à-dire on va pas arriver à faire le progrès avec la technologie actuelle des ordinateurs, avant des machines intelligentes, et est-ce qu'il va falloir peut-être mélanger la biologie avec... Alors c'est un petit peu l'idée qui est d'ailleurs les gens qui travaillent sur les interfaces cerveau-machine. Elon Musk, par exemple, a une entreprise qui s'appelle Neuralink qui travaille là-dessus. Moi, j'y crois absolument pas. C'est-à-dire, j'y crois pour à des buts thérapeutiques. C'est-à-dire, effectivement, si on a des quadriplégiques
et qu'on devrait pouvoir contrôler un bras robot ou peut-être un exosquelette. Oui, pour ça, c'est pas bien. C'est pas pour demain. Et je pense pas que tout un chacun ici, d'ici 10-20 ans, on devrait se faire trépaner pour se mettre un patch d'électrode sur le cerveau pour pouvoir contrôler un ordinateur. Je vois pas beaucoup d'intérêt non plus à l'heure actuelle. Donc c'est pas pour demain. Je pense pas que ce soit trop vite. Et je pense qu'on arrivera sur les matchs intelligents sans doute, sans trouver un ça. Tout le fond. Venez s'il vous plaît. J'en ai plus pragmatique, moins loin. J'ai lu dans New York Times la semaine dernière que Meta ralentissait le développement de ses projets de IA générative en Europe. J'ai vu aussi que Apple avait sa nouvelle IA. Pour l'instant, ne veut pas sortir en Europe. Les deux, je présume, pour la même raison qui est la loi européenne AI Act. Est-ce que, on est près de Français d'Européens, on est aux États-Unis, est-ce que pour vous voyez l'Europe prendre un retard significatif à moyen terme à cause de ces développements? Oui, alors ce qu'on dit, c'est pas le développement, c'est le déploiement. C'est-à-dire que effectivement, Meta, donc l'assistant virtuel, que je vous ai montré dans les lunettes tout à l'heure, est déployé aux États-Unis, dans certains autres pays, mais pas en Europe. Et la raison pour laquelle il n'est pas déployé en Europe, c'est que effectivement la législation est compliquée, floue, et c'est pas clair que ce soit compatible avec la manière dont fonctionne ce système. Donc, par exemple, les législations en Europe, c'est pas trop le AI Act, c'est plutôt le DMA et puis RGPD, tout ça. Et il met des contraintes assez fortes sur le type de données privées qui peuvent être stockées sur des serveurs aux États-Unis ou en Europe. L'Europe insiste que les données privées des utilisateurs européens soient stockées sur des serveurs en Europe. Je suis pas spécialiste de la question, c'est pas ça que je m'occupe en État. Et si c'est envoyé aux États-Unis, il y a peut-être un risque que le gouvernement américain ne s'en dedans. Bon, c'est pas vraiment possible, mais les Européens, les régulateurs européens sont suffisamment paranoïaques pour penser que c'est possible. Ce serait une éventualité. Donc effectivement, ça met un frein au déploiement de ce genre de technologie en Europe. Alors maintenant, est-ce que c'est relié au fait que vous connectez au fait qu'il y a un retard possible de l'Europe dans l'IA? Alors la première chose qu'il faut se dire, c'est que au niveau compétences, on a les compétences en France. Le modèle Lama dont je vous parlais précédemment, Lama 1, 2 et 3, en particulier Lama 1 et 2, donc les originaux, ont été développés à Paris, dans les laboratoires IA de Meta à Paris, que j'ai créé en 2015. Donc il y a les compétences en Europe. Mistral, donc, est une boîte française qui fait des grands modèles de langage, co-fondée par trois chercheurs, un qui vient de Mine, deux qui viennent de Meta, qui ont fait leur doctorat à Meta à Paris. Meta produit une dizaine de doctorants par an en IA. C'est en fait la plus grosse, d'une certaine manière, c'est pas une école doctorale, mais d'une certaine manière, c'est la plus grosse école doctorale en IA en France. Et donc, le labo IA en France, en fait, a contribué à essaimer l'écosystème de l'IA. Et la place de Paris, aujourd'hui, est la plus forte vitalité dans toute l'Europe. Alors, peut-être pas comparé à Londres, hein, Londres est un peu un cas à part. Mais dans le reste, dans l'Europe continentale, certainement, Paris est largement plus gros, plus grande vitalité que le reste de l'Europe. Ce qui manque un petit peu en Europe, c'est un certain nombre de choses. Mais la première chose, c'est les États-Unis profitent du fait qu'ils peuvent attirer les meilleurs chercheurs chez eux. Et comment ils font ça? Très simple. Ils payent bien les universitaires. Ils leur donnent les moyens de faire de la recherche. En Europe, il n'y a aucun pays où il y a le même genre de conditions pour un chercheur universitaire ou académique, à part la Suisse. La Suisse a des postes de profs
dans les universités techniques qui peuvent rivaliser avec les meilleures universités américaines. Et dans le reste de l'Europe, non, pas du tout. Les gens sont bons, c'est pas que les gens sont pas bons, c'est que les gens qui sont les meilleurs ne sont pas attirés par des carrières à la recherche. En tout cas, c'était vrai jusqu'à il y a une douzaine d'années. Ce qui s'est passé il y a une douzaine d'années. Puis bon, il y a en plus le fait en France que c'est devenu valorisé en France de faire doctorat. En tout cas, ça ne l'était pas jusqu'à récemment. Il fallait mieux sortir de normal sup ou polytechnique plutôt que sortir d'autres choses et faire un doctorat après. C'est pas du tout valorisé. La carrière de chercheur n'était pas du tout valorisée, en particulier dans le lycée. Ça change depuis une douzaine d'années, en partie parce que à cause de entreprises comme Meta qui ont des labos de recherche vraiment ambitieux en France en particulier, et Google aussi, et puis quelques autres. Et donc ça donne des perspectives de carrière aux jeunes qui maintenant, au lieu de se diriger dans la finance après avoir fait une école de grandes écoles, décident de faire un doctorat en IA et de devenir chercheur en IA. C'est nouveau. Et puis il y en a plein qui se dirigent vers la création d'entreprises, qui aussi n'était pas aussi fréquent dans le passé que celle de maintenant. J'aimerais, si vous pouviez nous parler sur les problèmes de souveraineté des États, l'importance de l'IA par rapport aux démocraties et ce que ça reflète. Alors, c'est un petit peu le sujet que j'abordais avec les ministères de plateforme open source. En fait, j'étais pas mal impliqué dans des discussions au niveau du gouvernement français pour la stratégie d'IA. Je faisais partie du comité qui fait un rapport sur les stratégies adoptées. J'ai rencontré des gens à plusieurs fois, etc. Et mon message a été la souveraineté française passe par des modèles ouverts, open source, parce que n'importe qui en France peut télécharger ces modèles open source, l'ajuster avec ces données en français pour les utilisations françaises. Donc il y a un système, par exemple, construit par le gouvernement français avec le moteur open source de l'État, Llama 3. Et en fait, c'était même Llama 2, donc c'est la génération précédente. Ce système s'appelle Albert. Et Albert est un système de dialogue pour les administrés de l'administration française. Pour permettre aux administrés de naviguer les labyrinthes de la bureaucratie française. Et puis pour aider aussi les employés du gouvernement eux-mêmes à naviguer leur système interne. On a le système un peu comme ça à l'intérieur de Meta, qui s'appelle MetaLink, qui a été affiné avec tous les documents internes. Donc on peut lui poser n'importe quelle question, etc. Mais c'est beaucoup plus simple, facile d'accéder à l'information. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises comme Meta qui pratiquent l'open source sont des alliés objectifs de pays dans lesquels il n'y a pas nécessairement de grosses entreprises qui construisent ces modèles propriétaires. Donc voilà, la souveraineté, ça passe par l'open source. En plus de ça, d'autres exemples que je voudrais citer, un groupe financé par un milliardaire indien travaille sur l'ajustement de la langue aussi, pour faire en sorte qu'il parle les 22 langues officielles de l'Inde. Les 22 langues officielles de l'Inde, c'est juste une petite partie des langues qui sont partagées en Inde. C'est un bon début. Un autre exemple, un de nos anciens collaborateurs de Meta à Paris, sénégalais, s'appelle Moustapha Cissé, un chercheur en IA, machine learning. Il y a quelques années, il a décidé de retourner en Afrique. Il a, pendant un moment, dirigé une branche du labo de recherche de Google en Afrique, en IA. Il a créé un master en Afrique, en IA, du Ghana. En fait, non, pas le Ghana. Kigali, pas le Ghana. Et depuis un an ou deux, en fait, il a créé une start-up qui s'appelle Kera Health et qui, dont le but est de donner accès à l'information médicale aux citoyens sénégalais initialement,
Donc, il a utilisé ces mots-là, le nom Mistral. Il les a ajustés pour qu'ils parlent le Wolof et puis quelques autres langues. Il y avait 5 langues dominantes au Sénégal. Et il offre ça aux gens, particulièrement dans les milieux ruraux, où il est très très difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Il n'y a pas de médecin dans les milieux ruraux au Sénégal. Il n'y a que 5 médecins pour 100 000 habitants. Ils sont tous dans les grandes villes. Donc, si vous voulez un renseignement sur un symptôme, vous avez une maladie, etc., vous parlez à cet agent à travers votre smartphone. Et puis, ça peut vous aider. Il y a beaucoup moins de problèmes de réglementation qu'il y a ici en Europe, aux États-Unis, de ce côté-là. Et c'est vraiment très utile aux gens. Donc, plein d'utilisations comme ça, qui sont en train d'apparaître un petit peu partout, et qui sont permises par des moteurs de source. Donc, merci pour la conférence. Moi, j'ai une question. Ça fait depuis 2019, je crois que les transformations ont été inventées. 2017, pardon. J'ai l'impression que on essaye de traire, enfin de micro-modéliser cette architecture, d'ajouter des appels de fonctions par exemple, mais on reste sur le traitement du texte, la prédiction de texte, et comme vous l'avez dit, pas de planification ou vraiment de réflexion, simplement de la régurgitation dans un sens. Et c'est d'ailleurs comme ça que les personnes utilisent l'IA comme un grand dataset, c'est la meilleure façon d'avoir la data qu'on veut. Est-ce que vous, dans ce que vous avez présenté comme objectif avec un plan d'action et l'optimisation, vous restez sur cette architecture-là, vous en cherchez d'autres, et comment, on va dire d'un point de vue un peu plus technique, ce plan d'action est représenté? Parce que j'avais du mal à imaginer autrement que le texte ou multimodal avec les données. En fait, un plan d'action, par exemple, pour un humain, un plan d'action, c'est les contrôles musculaires. Pour un robot, ça serait les couples appliqués à chaque articulation, etc., à chaque moteur. Donc, hein, si on a un système qui est, je sais pas, interagit avec le monde numérique, une action, c'est taper au clavier, bouger la souris, cliquer. Donc non, c'est pas forcément du texte. Mais il est vrai que beaucoup de gens maintenant avec les transformeurs autorégressifs, le problème c'est pas vraiment les transformeurs, c'est plutôt le caractère autorégressif. C'est un peu l'idée de la personne qui a un marteau dans la main et absolument tout ensemble à un coup maintenant. Donc ces transformeurs autorégressifs, c'est la large language model, sont appliqués à tiers variables, tout un tas de choses pour lesquelles ils sont pas vraiment adaptés. Et pour l'instant, c'est avec du scotch et du ficelle. Donc on essaie ce que font les gens qui sont assez proches des produits, c'est qu'ils essaient de rajouter des couches dessus, des verrues, qui corrigent un peu les problèmes d'hallucination, le fait qu'ils ne sont pas du tout factuels, etc. Donc les techniques inventées à l'état, d'ailleurs, c'est pas RAG. Mais tu vois, Multi Generation, vous avez probablement entendu parler, qui consiste à, en fait, aller interroger un moteur de recherche ou une base de connaissances, insérer la réponse dans le prompt et ensuite faire en sorte que la machine produise simplement une réponse en texte clair. Bon, et puis tout un tas de choses pour essayer de régurgiter des plans, etc. Mais tout ça, c'est des petites années. C'est-à-dire que à terme, ces LLM autorégressifs, comme ils sont intrinsèquement peu sécurisés en fait, pour distraire, ils vont être remplacés par des choses probablement du genre de ce que j'ai essayé d'expliquer, donc plutôt piloté par les objectifs, avec afférences plus complexes, etc. Oui, c'est en fait ce à quoi je dis tout mon temps. En fait, si c'est passé un état ces derniers 6 mois, c'est que il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant, il y a une organisation qui a été créée de toutes pièces qui s'appelle Généré et focalisée sur la recherche appliquée, le développement de produits, etc., de modèles génératifs, soit pour l'image, la vidéo, le texte. Donc c'est eux qui font la MARA, etc. Et le cœur de cette équipe, en fait, était des gens qui étaient originellement à FAIR, fait le labo de recherche en Bretagne, et qui ont été déplacés pour cette organisation. Et du coup, depuis 6 mois, FAIR, donc l'organisation que j'ai créée, que je ne dirige plus, et refocaliser sur le long terme. Donc justement sur ces recherches à plus long terme, sur les générations suivantes. Le système d'IA capable de comprendre le monde, de planifier, d'avoir une certain sens commun, d'avoir un mémoire kernel, etc. Non, ça prend des années.
Stéphane, pardon. Bonjour. La course à l'intelligence artificielle est surtout au plus gros langage modèle, le modèle de langue que l'on voit actuellement, qui met en scène notamment Meta, mais aussi Google, DeepMind, mais aussi OpenAI, Microsoft. Elle a une conséquence, c'est qu'on a des modèles de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros depuis 2-3 ans, sans forcément avoir des résultats qui sont le modèle est 100 fois plus gros et le reste, je me trompe totalement dans les chiffres de paramètres. Mais l'idée, c'est que le modèle est 100 fois plus gros et le résultat est une fois et demie meilleur. Quelque chose. Est-ce qu'on arrive pas à terme, notamment tout ça, c'est la puissance de calcul 100 fois plus gros, c'est de l'énergie, c'est des centrales solaires ou aux États-Unis thermiques. Il alimente tout ça et à un moment, on va pas rentrer dans un mur environnemental. Si toutes les entreprises adoptent des ChatGPT ou équivalents qui sont de plus en plus gros pour des résultats certes spectaculaires et qu'on n'aurait pas osé imaginer il y a 10 ans, mais quand même limités et qui ne répondent pas à toutes les questions que tu as voulu aborder ce soir, est-ce que c'est pas un non-sens? Bon, il y a plein de données complexes, mais en gros, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire, il y a une course à la taille, mais en fait, maintenant, il y a une course à la taille pour essayer de diminuer la taille au maximum tout en conservant les performances. Parce que, au niveau économique, il n'est pas vraiment faisable d'avoir les plus gros modèles qui font maintenant quelques centaines de milliards de paramètres. C'est très très lourd. Pour les faire tourner, il faut déjà un ordinateur avec qui fait le dernier frigo, quoi, et qui bouffe un mégawatt. Enfin, peut-être pas un mégawatt, mais pas loin. Donc c'est pas vraiment possible. Donc ce que font toutes les entreprises qui ont déployé ce système-là, c'est qu'en fait elles ont toute une série de modèles de taille plus ou moins grosse, et en fonction de la complexité de la question, ils vont appeler un modèle qui est plus petit, ou si ça marche pas, un peu plus gros, etc., jusqu'au modèle les plus gros. Alors, est-ce que ça va faire vieillir la planète parce qu'on va dépenser toute notre énergie à faire entraîner ces systèmes-là? D'abord, l'entraînement représente une proportion surtout leader de l'énergie consommée. À la fin, il consomme vraiment l'énergie, c'est faire tourner le modèle en application. Il y a des dizaines de millions, des centaines de millions d'utilisateurs qui font plusieurs requêtes par jour, plusieurs centaines de requêtes par jour, en fait. C'est ça qui coûte cher à faire tourner. La plupart des entreprises sont en train de développer des circuits intégrés spécialisés pour ça. Il y en a déjà quelques-uns qui existent. Donc Meta, un chip qui s'appelle TIA version 2, qui est pas encore déployé, qui est fait pour ça. Il y a des petites entreprises du genre Grok, géant au cul. Dont le fondateur est un ancien étudiant de MOU qui a fait mon cours quand il était petit, de robotique. Et puis tout un tas d'autres entreprises en fait qui font des circuits spécialisés qui consomment beaucoup moins d'énergie, qui sont plus efficaces, qui produisent des résultats plus rapidement, tout ça. Mais en fait, c'est encore un assis, c'est une saturation. C'est-à-dire que on utilise déjà la totalité de tout le texte disponible publiquement sur Internet. Et donc, la seule manière d'obtenir plus de données, c'est soit de produire des données artificielles, ce qui est dangereux. Enfin, disons, c'est un peu compliqué. Soit d'embaucher des gens à produire des données, c'est-à-dire on embauche des gens comme tuteurs. C'est-à-dire qu'on a un système qui est déjà pré-entraîné, et ensuite on paye les gens à poser des questions et à noter les réponses ou à donner de meilleures réponses que celles qui ont été proposées par le système. On utilise ça pour affiner le système. Les entreprises comme Meta, Microsoft et Google dépensent des centaines de millions dans ce genre de choses. Donc en fait, une grosse partie des dépenses, c'est plutôt dans l'entraînement, pas avec des données publiques, mais par plutôt, hein. On peut vraiment appeler ça comme ça. C'est un nouveau métier, hein. C'est instituteur pour mener l'IA. C'est pas une très bonne technique. Et donc on arrive à une saturation. Alors ce que font les entreprises comme OpenAI, d'une certaine manière l'État, c'est acheter la licence de fonds de données qui sont existants à des éditeurs, etc. Et bon, c'est d'autres choses, des bonnes choses, on peut discuter de ça, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, donc la course à la taille, en fait, c'est plutôt une course à la diminution de la taille.
pour l'agroéconomie. La course aux données existe toujours, mais il y a une limite et on arrive à saturation et effectivement les performances ne montent pas énormément. Pour obtenir de meilleures performances, il faudrait des systèmes peut-être que j'écris là, qui seraient capables de raisonner, etc. Et surtout de devenir intelligent avec beaucoup moins de données. Nous, on devient intelligent, pas besoin de gurgiter 200 000 ans de matériaux de lecture, hein, on devient intelligent. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, on devient intelligent si vite? Qu'est-ce qui fait qu'un poulpe devient intelligent en un an? Les poulpes, il en ont deux. Ils rencontrent jamais leurs parents. Et pourtant, ils sont vraiment pas bêtes. Les gens autant aussi, ils sont intelligents, ils ne peuvent pas l'engager. Donc c'est ça qui, nous, probablement, on va essayer, bon, on va trouver quelque chose qui va accélérer dans les années qui viennent. Mais sinon, la quantité d'énergie dépensée est limitée par les données économiques. C'est-à-dire combien chacun va dépenser par an pour un abonnement à un agent intelligent. C'est quoi, là? $50, $100. Ça vous donne une limite à la quantité d'énergie qui peut être dépensée. Merci. Des réalités, donc, il y a encore des problèmes très importants pour lesquels on n'a pas de solution pour aller vraiment à l'intelligence artificielle. Je suis curieux s'il y a des concepts, des idées qui vous intriguent, qui vous excitent, qui peuvent porter des fruits importants pour faire progresser l'intelligence artificielle. Curieux, vos idées vous mènent pour ça. Ouais, on peut devenir un petit peu technique ou philosophique. Il y a beaucoup d'inspiration qui vient des sciences cognitives, qui vient des neurosciences, en particulier d'un petit domaine des neurosciences qu'on appelle des neurosciences computationnelles en français. C'est-à-dire des gens qui essaient de faire des modèles un peu informatiques du fonctionnement de certaines parties de ça. Il y a un groupe très fort à NYU, en fait, qui travaille là-dessus, un autre à l'État milliard. Un modèle assez fort à New York. Et puis au-delà de ça, de méthodes mathématiques qui sont très souvent dérivées d'outils de mathématiques et d'utilisés en physique statistique. Donc, il s'avère que les mathématiques qu'on utilise pour essayer de comprendre les mécanismes d'inférence et d'apprentissage sont les mêmes mathématiques qui sont utilisées par les gens qui font la thermodynamique et la physique statistique. C'est exactement les mêmes maths. Concept très similaire, d'énergie libre, entropie, etc. Il y a un sous-domaine particulier de ça qui s'appelle les modèles à base d'énergie. L'énergie de modèle, qui est un concept que j'essaie de populariser depuis plus de 20 ans maintenant, qui est entièrement basé là-dessus. Ça a des connexions avec des concepts un petit peu similaires en neurosciences, donc quelque chose qui s'appelle codage par prédiction, et puis ce qu'on appelle aussi inférence active en neurosciences. Tout ça, c'est très très connecté. Et bon, au-delà de ça, je sais pas ce que je peux vous dire. On va prendre les 3 dernières questions. Et vous en prie. That's it. First of all, nice to see you outside of non-Much's comment. So I guess my question is more on the darker side, which I know, and I'm not going to get the quote right, which is Vladimir Putin in 2017 said that the ruler of the world would be the winner in AI. And that's 8 or so years ago. And going to another question with this, speaking about China and the Middle East compared to the United States, I found just recently, because I was curious, 5 different LLMs coming out of Russia. I didn't touch the ranking. I'm just curious, also knowing history, how lots of technological advancements and innovations come out of a dire situation. In terms of weaponization, knowing that, given it's 2017, do you have any insights as to what might be happening on the other side, and maybe some examples of how things have been weaponized so far, because we don't like to talk about those things?
C'est ok si je réponds en français. Oui. Mais je peux répondre en anglais aussi. Comme toute la conférence, c'était en français. Alors, la Russie est très, très en retard. D'abord, parce que la plupart des chercheurs dans le domaine de l'IA en Russie sont partis au début de la guerre avec l'Ukraine. Ils appréciaient pas du tout l'idée que d'abord l'isolement intellectuel à cause de l'embargo. D'autre part, le fait que quand même on envoyait des jeunes enfants, donc ils n'avaient pas trop envie d'être envoyés. Donc une bonne partie des gens que je connais, ils sont partis. Ils sont partis en Europe, en Arménie, Moyen-Orient, enfin un peu partout, dans l'Arabie, etc. Aux États-Unis, s'ils pouvaient. Donc le pool de chercheurs russes est retiré complètement décrété. Donc ça, c'est la première chose. Les LLM russes en question, je crois, sont pas du tout, je pense, sont du recyclage, du fine-tuning de trucs open source. Ils sont pas du tout compétitifs, ils sont pas au niveau. Poutine avait raison d'une certaine manière en disant que, alors je retournerai un petit peu l'argument, c'est pas la personne qui domine en IA dominera le monde, parce que personne n'a dominé en IA en fait. L'idée que on va découvrir le secret pour aboutir à l'intelligence de niveau humain et que du jour au lendemain on va avoir des machines intelligentes, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ça va être beaucoup plus progressif et bon, plusieurs pays vont être à des degrés divers en avance ou en retard, mais personne ne va être en avance de plus d'un an ou deux sur les autres. C'est déjà le cas dans l'industrie, hein, personne n'est en avance par rapport aux autres de plus de 3 mois ou 6 mois. Quoi. On peut pas garder les idées comme ça secrètes pendant très longtemps. Donc, parce que les gens circulent, les idées circulent aussi. Donc, je vois pas de milliards. Enfin, c'est l'habitude du progrès technologique. Le progrès arrive un petit peu partout. Certains sont un peu en avance. Ce qui fait qu'un pays peut être plus en avance qu'un autre, c'est l'investissement plus ou moins massif dans le développement de technologies utiles à partir des nouvelles avancées scientifiques. Et pour ça, c'est sûr que les Américains dépensent plus d'argent dans la défense que les 10 pays suivants, etc. Donc en général, ils sont en avance. Alors ce qu'on voit dans l'utilisation de l'IA pour la défense, c'est qu'il y a quelques entreprises américaines qui sont formées un petit peu autour de ça, du genre Endury par exemple, et puis quelques autres, qui vraiment ont pris parti d'utiliser l'IA dans le domaine de la défense. Ils n'accordent pas avec cette idéologie qu'ils diffusent, mais bon. Il y a quelques boîtes européennes aussi qui sont mis là-dedans. Une entreprise franco-allemande, enfin plutôt allemande que française, mais française quand même, qui s'appelle Helsing, H-E-L-S-I-N-G, qui aussi a pris parti essayer d'appliquer une nouvelle technologie d'IA dans la défense. Et une grande partie de l'essor de cette entreprise récemment est due au conflit ukrainien. C'est-à-dire, par exemple, un de mes anciens collègues de Fer, qui était directeur du laboratoire de Fer Paris, est parti de Meta et a rejoint Helsing comme vice-président pour l'IA. Son salaire a énormément diminué, mais il s'est senti un devoir de faire ça parce qu'il voyait l'état de la technologie de la défense en Europe et le fait que l'Ukraine avait vraiment besoin de technologie d'IA en fait pour survivre, et donc elle se fait pas. Et ce qu'on voit en Ukraine en fait est vraiment intéressant, c'est que les Ukrainiens produisent c'est 50 000 drones. Alors, je me rappelle plus si c'est par mois ou par semaine. Enfin, c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire c'est devenu une guerre de drones où les Ukrainiens ont commencé par envoyer des drones qui sont à l'origine juste des drones consumer, quoi, des trucs chinois, des DJI, auxquels ils rajoutent un explosif et puis ils foncent sur un tank ou sur un groupe de soldats, etc. Puis ils font exploser des machins. Les Russes, bien sûr, se sont vite aperçus qu'il fallait se protéger contre ça. Donc ensuite, on commençait à faire
du brouillage, parce que ces drones sont pilotés à distance avec des lunettes et puis un signal vidéo, il y a une caméra, il n'y a pas du tout d'intelligence dans le drone. Donc il suffit de brouiller le signal vidéo et puis le pilote voit plus où il va et donc c'est un peu problème. On peut aussi brouiller le signal de transmission, faire en sorte que le drone soit plus pilotable. Mais la contre-mesure à ça, c'est de rendre ces drones un peu plus autonomes. Donc les Ukrainiens commencent à faire ça, les Russes aussi, mais les Russes sont en retard. C'est-à-dire mettre de l'intelligence sur le drone, le pointer sur une cible quand il est encore assez loin, et puis ensuite il n'y a plus besoin de transmission vidéo ou de télécommande. Le truc est autonome, reconnaît la cible et fonce dessus. Ça existe déjà dans les missiles la tête chercheuse depuis très longtemps, mais pas dans des machins à 300 euros ou 300 $. Donc c'est ce qu'ils sont en train de développer. Des entreprises comme Leasing et d'autres les aident. Il y a un Américain en particulier qui décide assez bon là-dedans, qui essaie d'aider les Ukrainiens. C'est Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google et chairman de Alphabet. Je suis connecté avec Google et Alphabet, mais une de ses grandes activités, en fait, c'est d'aider l'industrie de la défense ukrainienne, en fait, à développer ce genre de technologie. Donc c'est clair que les conflits du futur utiliseront l'IA. Alors c'est pas des armes autonomes, hein, comme on a dit. C'est des armes qui ont un certain degré d'autonomie, mais surtout ils sont petites, pas chères, légères, faciles à fabriquer. Ils ne sont pas plus intelligents qu'un outil de croisière ou un outil de tête chercheuse qui existe depuis déjà plusieurs décennies. Ils sont juste plus petits et plus utilisables largement. Et puis maintenant, on a associé les guerres de drones, c'est-à-dire des drones qui attaquent d'autres drones. Donc des petits drones qui attaquent des gros drones en cas de drone. Et c'est le futur des conflits. C'est comme ça que ça va se passer. Conflit. Donc c'est un peu à l'opposé de la question précédente, mais c'est aussi un domaine applicatif. Vous avez dit que dans les domaines dans lesquels vous attendez au plus d'avantages et de progrès via l'IA, c'était la médecine. Vous avez cité un exemple avec le chatbot Doctor. Vous avez parlé avant. Est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples? Qu'est-ce que vous voyez comme prochaines avancées dans la médecine et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec les modèles qu'on a maintenant et qu'est-ce qu'on ne peut pas encore faire mais qu'on va pouvoir faire avec les. Oui, alors le chatbot en question là ne fait pas progresser la médecine, hein, c'est juste une utilisation dissémination pour remplacer les médecins, en fait. Pallier au manque de médecins en Afrique. Maintenant, pour les problèmes de la médecine, il y a pas mal de techniques qui ont été développées ces dernières années pour, par exemple, prédire la conformation d'une protéine. Le problème de refoulement de la protéine. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus, BitMine en particulier, qui a même fait une espèce de filiale qui travaille essentiellement là-dessus. Donc, c'est la découverte de nouveaux médicaments, etc. Un de mes collègues de NYU, Kyung Cho, avait fait une start-up il y a quelques années, justement, de design de médicaments, qui a été racheté par Genentech, qui est une filiale de Roche. Donc, il travaille à temps partiel pour Roche maintenant. Deux de mes anciens étudiants de NYU, qui travaillaient aussi à Meta pendant quelques années, avaient travaillé sur un projet à Meta, qui s'appelait ESM, ce qui veut dire Evolutionary Scale Model. Et en fait, c'est aussi un modèle qui peut prédire la structure des protéines. Ça intéressait pas beaucoup ça, donc c'est parti. Ils ont fait une startup qui s'appelle Evolutionary Scale pour AI, qui vient de sortir c'est la phase secrète, là, ils viennent de se révéler cette dernière. Voilà. Et qui travaille sur la découverte de nouveaux médicaments. Il y a pas mal de projets de recherche là-dessus, dans les startups, dans les grosses boîtes, dans les cliniques, et dans la recherche grosse boîte de tech, bon, c'est pas forcément le business essentiel. D'autres boîtes qui travaillent sur la thérapie génique, etc. Une boîte comme par exemple Moderna. Non, c'est pas Moderna, c'est l'autre. Oui, alors c'est qui comme exemple? Non, c'est
C'est moi qui ai rendu la licence cette Pfizer. Voilà. Eux ont racheté une boîte d'IA, dont je me rappelle plus le nom, qui est dirigée, qui a été fondée et dirigée par un franco-tunisien, qui est pardon? Oui, d'accord. Merci. Et il travaille sur l'IA de manière générale, mais en particulier pour les questions où l'éthique peut-être où il va se restituer, etc. Et d'autres exemples de ce type-là, qui sont pas à la médecine, ce projet qui est initié à l'État, mais qui est un projet collaboratif avec des universités, qui s'appelle Open Catalyst. Alors, c'est opencatalyst.project.org. Et le but de ce projet, c'est d'utiliser les techniques d'IA pour essayer de découvrir de nouveaux matériaux, de nouveaux catalyseurs, en fait, qui permettraient de faciliter la séparation de l'hydrogène de l'oxygène dans l'eau avec l'électricité. Donc, si on pouvait faire ça de manière efficace et à grande échelle, on pourrait tapisser un petit désert au Nouveau-Mexique ou dans l'Arizona ou au Sahara de panneaux solaires et produire assez de l'hydrogène, peut-être sous forme de méthane, pour en fait produire l'énergie pour le monde entier. Mais ça veut dire avoir une méthode efficace qui passe à l'échelle de séparation de l'hydrogène de l'oxygène. Pour l'instant, des méthodes efficaces qui utilisent des catalyseurs du genre platine, pour pas passer la veille, ça coûte trop cher, ou des méthodes qui au contraire passent à l'échelle mais qui sont tellement inefficaces que les micros sont pas plus. Alors l'idée de ça, c'est on utilise les superordinateurs qui sont chez l'État pour faire des calculs de ce qu'on appelle de dynamique moléculaire, un peu comme simuler une molécule d'eau qui se colle sur différents substrats. Ça le sort, comme on le dit, et pour prédire les propriétés de comment se déforme la molécule, etc. Et ensuite, on peut utiliser ces données pour entraîner un modèle de deep learning et essayer de prédire quelle serait une propriété de nouveaux matériaux qu'on n'a pas encore imaginé. Et donc peut-être faire un design de nouveaux matériaux, ça va peut-être faciliter cette réaction. Ce genre d'idée est un peu partout maintenant. Pour faire le design de nouveaux matériaux, peut-être pour de meilleures batteries, pour ce qui est vraiment intéressant, qui est la capture de carbone, notamment de l'atmosphère. C'est pareil, il faut des composés qui en fait capturent le CO2, quoi, et c'est pas simple. Et donc les gens l'utilisent l'IA pour essayer de faire des progrès dans ce domaine. Ça, c'est pas la conférence. J'avais une question. Si on se parle dans le futur et qu'on imagine que les modèles que vous avez présentés ont réussi à faire un robot, une IA qui permet de faire une planification, qui sert à la représentation du monde comme un humain, à quel moment on pense que ça va avoir peut-être une sexual awareness ou un mot sexual à tout du moins, puisque moi j'ai lu un livre sur la conscience humaine animale récemment, et c'est à peu près le même concept, c'est-à-dire on pense que l'humain a une espèce de cerveau, une machine bayésienne, qui génère des modèles, qui compare la réalité et qui a des prédictions. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on pense que ça aura une... Alors, personne ne sait définir la conscience non plus. C'est plutôt les discussions philosophes en ce moment. En fait, il y a un peu une question qui est qu'est-ce qui nous donne l'illusion de la conscience? C'est en fait, on a l'impression qu'on a une espèce de module qui regarde le reste de notre personne d'un peu haut. Et il y a plein d'architectures, y compris celles que j'ai proposées, qui pourraient en fait avoir ce genre de propriété. Personnellement, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement mystérieux ou intéressant à la conscience. Je pense que c'est un peu un épiphénomène, mais qui en vue de l'architecture particulière du cerveau des entités intelligentes. Je sais pas si les poulpes sont conscients, je sais pas si les corbeaux sont conscients. Il y a certainement pas mal de mammifères qui sont conscients. On peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Mais bon, ça fait vraiment
pas de doute que à terme, il y aura des machines qui se comportent exactement comme les humains. Alors, ce ne seront pas les humains, ça n'aura pas l'expérience physique de l'humanité, ils n'auront pas les mêmes pulsions, etc. Ils auront les pulsions, en fait, tous les garde-fous, les garde-fous dont je parlais. On a ça construit en nous par l'évolution pour éviter qu'on s'entretue de trop. Et donc on mettra le même genre de choses dans les machines. Est-ce que c'est une question morale? La question morale, c'est un probablement très très différent de pour les humains, parce que le système d'intelligence qui part, on peut que tout, on peut en dire plusieurs fois. Si on est tellement pour arriver à un nombre, c'est comme si le concernant et on se réveille. Il y a plein de thèmes de science-fiction là-dessus. Donc la question de la vie ou de la mort, par exemple, il n'y a pas d'objet, quoi. La question même de l'individu n'a pas d'objet. Il est très possible que des systèmes intelligents aient une capacité de communication avec d'autres individus tellement forte qu'en fait, ça les obliger. Donc, je pense que toutes ces notions-là, en fait, devront être analysées. La dernière question pour François. Plusieurs fois, la question comment ça se fait que nous on est capable d'apprendre, enfin de comprendre le monde plus facilement qu'une machine, et on a envie de répondre intuitivement grâce à nos émotions. Déjà, est-ce que vous avez une idée de la réponse? C'est quoi les émotions? Alors, l'émotion, c'est peut-être, il y a une formulation très simple de ce que c'est l'émotion. C'est vrai qu'on a plusieurs émotions en tant qu'humain. On a des émotions instantanées. C'est-à-dire si j'ai cassé le bras, ça fait mal. C'est instantané. C'est pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que ça fait mal. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'est une émotion instantanée. Avoir faim, avoir soif, etc. C'est nos sens qui nous disent il y a quelque chose qui va pas. Alors peur, non, c'est compliqué. C'est-à-dire si j'arrive et je te passe le bras, t'as mal. Non, la prochaine fois, tu te recules. Voilà, parce que tu prédis. Tu planifies pas encore, mais tu prédis. Voilà, en retirant, tu planifies en prédisant que si tu te retires, j'aurai plus de mal à t'installer. Voilà. Mais en fait, ce qui fait que tu as peur, c'est la prédiction d'une émotion future. Voilà, ça veut dire que tu as en fait un modèle prédictif, un modèle du monde, qui te dit attention, la situation ressemble à quelque chose que peut-être quelque chose de pas agréable va se passer, donc je prenne une action, une décision pour éviter que ça se produise. Donc dans ce cas-là, l'émotion est une anticipation en fait d'un résultat. On a ce modèle du monde qui prédit le résultat, on le met dans ses garde-fous et ses fonctions d'objectifs. Il y en a une qui nous dit attention, quelque chose de très mauvais va arriver, donc planifie une action pour éviter que ça se passe. Voilà. Donc dans ce cas-là, les émotions, c'est le résultat de ces fonctions objectives, ces fonctions coûts. Et dans le cerveau, ça se passe dans ce qu'on appelle les ganglions, la base. Il y a tout un tas de formations, la base du cerveau, en fait, qui calcule cette truc-là, qui s'allume quand on prédit qu'on va avoir mal, ou quelque chose de bien va se passer, etc. C'est ça les émotions. Donc les systèmes pilotés par les objectifs dont je parlais tout à l'heure, en fait, sont pilotés par des émotions. Les objectifs, c'est les émotions. Il ne peut pas y avoir d'intelligence sans émotions. Alors tout à l'heure tu disais oui, est-ce que l'objectif ultime c'est la survie? Non, l'objectif ultime pour les êtres vivants c'est la reproduction, pas du tout la survie. En fait même il y a des bestioles qui meurent juste après l'acte de reproduction. Hein. La survie de l'espèce. Voilà. La survie des gènes. Le gène égocentrique, là, comme dit, donc le but ultime, c'est plutôt la reproduction. Alors maintenant, les gens qui disent, les IA qui vont devenir super intelligentes vont vouloir me dominer et prendre le contrôle. Et c'est complètement ridicule parce que on ne va pas construire en elles
c'est cette idée qu'elles doivent survivre en tant qu'espèce ou même en tant qu'individu. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, ce qu'on va faire, c'est construire ces garde-fous, des guardrails pour leur éviter de prendre des actions qui sont potentiellement dangereuses. Je dis pas que c'est quelque chose qui est simple, mais c'est pas plus compliqué que faire en sorte que les turbo-réacteurs soient incroyablement fiables et faire en sorte que bon, ils puissent parcourir, faire la moitié du tour du monde en totale sécurité sur un avion à deux moteurs. Enfin, c'est incroyable niveau technologique. Et on n'a pas fait ça avec un coup de baguette magique. On a fait ça avec une engineering bien profond pendant des décennies. C'est pareil avec l'IA. On va apprendre à comment construire des systèmes d'IA qui sont utiles, qui sont sécurisés, qui sont intelligents et qui amplifient notre intelligence, productivité et créativité. Voilà. Je peux dire juste un mot. C'est pourquoi j'ai vu des photos astronomiques. C'est des photos que j'ai prises avec un petit télescope Neurojarden du New Jersey. Je vais pas mal nicher de ma prérogative en tant qu'organisateur pour poser une dernière question en tant qu'homme politique bénévole. C'est est-ce que la révolution de l'IA va être comme la révolution industrielle, détruire beaucoup de jobs et créer beaucoup de jobs? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a une fenêtre où il y aura beaucoup d'êtres humains sans job? Et comment on gère cette notion? Est-ce que c'est par un revenu universel, dont on a beaucoup parlé dans le milieu politique? Est-ce que vous avez envisagé cette problématique? Bon, je suis pas économiste, mais je parle aux économistes et je reproduis ces mots. Là, je peux devenir un perroquet de stochastique. Reproduire ce qu'ils me disent. Donc, des gens comme Chic Taguion, qui est très célèbre économiste français, qui était aussi membre du PIC, qui fait un rapport au gouvernement français. Henry Nelson, qui est prof à Stanford, qui est spécialiste justement de l'effet des progrès technologiques sur le marché du travail. Donc, j'utilise ça depuis 20 ans. Et puis quelques autres personnes. Disent tous que le revenu universel est une mauvaise idée. Je crois. C'est pas des gens qui sont particulièrement à droite, hein, politiquement. Plutôt contraire. Mais ils ne croient pas au revenu universel. Pensent que il ne va pas être à court de job, parce qu'on va jamais être à court de problèmes. En étudiant les révolutions technologiques précédentes, ce qu'ils disent, c'est que la pénétration de la dissémination des technologies dans l'économie, en fait, est limitée par la vitesse à laquelle les gens apprennent à l'utiliser. Donc, la meilleure chose qu'un pays peut faire, c'est investir dans l'éducation, la formation continue, probablement, former les gens à utiliser les nouvelles technologies, l'IA. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que il est difficile de mesurer un effet sur la productivité avant, disons, entre 15 et 20 ans après le démarrage, en fait, le lancement du déploiement des technologies. Alors, je ne sais pas quand il faut démarrer l'horloge pour l'IA. Si c'est il y a 5 ans, si c'est il y a 10 ans, si c'est le long. Et ça va être progressif et c'est limité par la vitesse à laquelle les gens apprennent la technologie. Ça va être très clairement déplacer de ta métier. À terme, probablement la plupart des métiers, on va quand même le temps de voir venir. Alors, est-ce que ça va, quel genre de métier va persister, quel genre de métier va disparaître? On a dit aux gens, je sais pas, arrêtez d'étudier la radiologie parce que toute l'énergie médicale est automatisée, c'est faux. On a dit aux gens, ne soyez plus informaticien parce que maintenant les élèves peuvent programmer, c'est faux. On avait dit ça aussi dans les années 60 à l'apparition des compilateurs, quand on a réussi à faire programmer des langages de haut niveau, au lieu d'avoir à écrire du langage machine. Mais bon, en même temps, il n'y a plus besoin beaucoup d'informaticiens. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça fait baisser le prix de réalisation logicielle, les ordinateurs baissent en prix aussi, et donc le nombre d'informaticiens a décuplé en quelques années parce que les prix étaient plus bas. Enfin, c'est un effet classique en économie que quand le prix de quelque chose baisse, on n'a pas besoin de moins de gens pour travailler là-dessus, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent le résultat.
Et donc, les métiers en vogue, donc qui aurait pu penser il y a 20 ans que les métiers les plus en vogue ces dernières décennies étaient développeurs d'applications mobiles sur smartphone ou enfin tout ce qui a trait à Internet mobile, par exemple tout métaphysiquement, Instagram, qui aurait pu penser qu'on pourrait gagner sa vie en étant youtubeur ou influenceur sur Instagram ou joueur professionnel de jeux vidéo ou développeur de jeux vidéo sur plateforme mobile, etc. Enfin, il y a tout un tas de métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans parce que le smartphone n'existait pas il y a 20 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est que les métiers qui seront les plus en demande dans 10 ans ou 20 ans, on n'a aucune idée de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont certainement liés à l'IA. Ou en tout cas, permis par l'IA, permis par les programmes d'IA. Merci, on peut venir. Il faut, n'oubliez pas de voter, il y a un deuxième tour des élections législatives. Vous n'avez plus aucune excuse.